Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la collection de l'exercice de bac de l'édition 2019. Sans plus tarder, je vais vous lire, puis ensuite on va procéder à la réponse aux questions. L'exercice est le suivant. Compétences méthodologiques, exercice numéro 1. L'exercice est noté sur 7 points. On vous dit, au cours d'une discussion, un de tes camarades sollicite ton éclairage sur les phénomènes énergétiques et le maintien du potentiel de repos du neurone. Les documents 1, 2, 3 et 4 mis à ta disposition apportent des éléments de réponse. Consigne. À partir de l'exploitation de ces documents et de l'utilisation de tes connaissances, explique à ton camarade d'une part les mécanismes énergétiques qui assurent le maintien des différences de concentration ionique entre les milieux intra-axoniques et extra-axoniques. D'autre part, l'importance du potentiel de repos dans la communication. Document 1. Fonctionnement de la pompe sodium-potassium, représentation schématique et concentration intra-axonique intracellulaire en ions. La pompe permet d'échanger les ions sodium Na+, issus du milieu intracellulaire, avec les ions potassium K+, issus du milieu extracellulaire, extra-axonique, dans un rapport précis, 3 Na+, 2 K+. Document 2. Effet du cyanure sur la consommation en oxygène du neurone. On mesure la teneur en dioxygène d'un neurone d'un milieu de culture dans lequel sont placés des neurones, avant et après ajout de cyanure à la 4e minute. Les membranes cellulaires sont perméables à cette substance chimique. Document 3. Effet du cyanure et de l'ATP sur les neurones de Kalmar. Des chercheurs, Cadwell et Case, ont placé des neurones de Kalmar contenant des ions 24 Na+ radioactifs dans l'eau de mer. Ils ont mesuré la vitesse de sortie de ces ions dans des conditions suivantes. Eau de mer plus cyanure, première injection d'ATP à 1,2 mmol par litre, deuxième injection d'ATP à 6,2 mmol par litre. Notez bien, de l'ATP ajouté à l'eau de mer, mais non injecté dans le neurone, n'a aucun effet. Document 4. Concentration intracellulaire intra-axonique en ions Na+ et K+ pour un neurone dans différents milieux de culture. Composition du milieu, Na+ en millimol, K+ en millimol. Sans glucose, avec glucose plus inhibiteur de la glycolyse, avec private plus inhibiteur de glycolyse. Le private ou acide pyruvique est le produit final de la glycolyse. Voilà, chers élèves, voici la lecture de l'exercice. Donc, avant de démarrer la correction, j'aimerais d'abord vous rappeler, j'aimerais vous inviter à vous abonner sur la chaîne, puis à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ceci étant, on va démarrer directement la réponse aux questions. Sachez que depuis 2017, il a été décidé que le bac de SVT au Sénégal va être évalué selon le modèle du bac de l'IMOA, c'est-à-dire un bac qui va concerner en réalité tous les pays de l'IMOA, ça est en cours de projet, mais que dans la forme du bac, c'est en réalité des exercices d'intégration qu'on va vous proposer. Qu'est-ce qu'un exercice d'intégration? C'est un exercice à partir duquel on vous donne différents documents et on vous demande la synthèse des différentes informations contenues dans chacun de ces documents. Donc, en gros, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire qu'on va vous poser une question dont la réponse nécessite l'exploitation des différents documents qu'on va vous donner. Ça peut aller de 3 à 4 documents, comme c'est le cas à ce niveau. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de
de voir l'exploitation de chacun de ces documents-là et de vous dire quelle est l'information capitale qu'il faut tirer ici. Je rappelle que l'exploitation que vous devez faire, les conclusions, les analyses et interprétations que vous devez faire doivent toujours aller dans le sens d'illustrer la consigne, dans le sens de répondre à la question posée dans la consigne. En effet, ici, quelles sont les questions qui sont posées dans la consigne? En réalité, c'est de dire l'origine des éléments qui sont responsables du maintien du déséquilibre qui a lieu entre les milieux intracellulaires et les milieux extracellulaires en ion Na+, et en ion K+. Qu'est-ce qui est responsable? Quels sont les éléments responsables du déséquilibre ionique entre les milieux intracellulaires et extracellulaires? Ici, l'exemple des ions qui ont été choisis, c'est le Na+ et le K+. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de donner l'importance de ce déséquilibre. Et là, ça fait référence au cours. Par contre, les phénomènes énergétiques engagés et impliqués dans le maintien du déséquilibre ionique entre les milieux intracellulaires et les milieux extracellulaires en ion Na+ et en ion K+, est assuré en réalité par les différents documents que vous allez exploiter ici. Donc, en gros, si vous finissez d'exploiter les documents, on doit être capable de comprendre qu'est-ce qui est responsable du maintien du déséquilibre entre les milieux intra- et extracellulaires, d'une part, et on doit également connaître l'origine de ça. L'origine, l'importance de ce déséquilibre-là, je vous ai dit que ça est dans le cours, ça a été traité dans le cours. Ok, donc il ne faut pas aussi amener des informations dont vous n'aurez pas besoin dans la réponse à la consigne. Donc, exemple, nous allons démarrer. Exemple, on vous dit, document 1, fonctionnement de la pompe sodium-potassium, représentation schématique et concentration intra-axonique, intracellulaire en ions. La pompe permet de changer les ions sodium Na+ issus du milieu intracellulaire avec les potassium K+ issus du milieu extracellulaire dans le rapport 3 Na+ K+. Observez bien le tableau, observez bien d'abord le schéma. Vous avez le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc, si on observe bien la membrane plasmique là, nous voyons qu'il y a différentes catégories de protéines sur cette membrane. En effet, de la gauche vers la droite, vous avez le canal AK+, voltage dépendant. Il est fermé. Le canal de fuite pour les ions K+. Et là, nous avons une diffusion des ions K+. En effet, nous avons un mouvement d'ions K+, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Vous avez la pompe à Na+, K+. Cette pompe permet également de faire un mouvement d'ions, comme on l'a vu, suivant un rapport 3 Na+, K+. 3 Na+, 2 ions K+. Donc, vous voyez qu'il y a 2 ions K+, qui quittent le milieu extracellulaire et se dirigent vers le milieu intracellulaire. De même que vous avez 3 ions Na+, qui quittent le milieu intracellulaire et se dirigent vers le milieu extracellulaire. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand cette pompe-là fait un tour, elle fait refouler 3 Na+ dans le milieu extracellulaire et elle entraîne 2 ions K+ dans le milieu intracellulaire. Pour chaque tour, c'est ce qu'elle fait. Pour chaque tour, elle fait sortir 3 ions Na+, et elle fait entrer 2 ions K+. Après la pompe, vous avez une autre catégorie de protéines, celle-là, le canal de fuite pour Na+. Ici, vous avez une diffusion de l'ion Na+ du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et enfin, vous avez le canal à Na+, voltage dépendant. Donc, pour ce qui est des canaux à voltage dépendant, c'est des canaux qui ne s'ouvrent pas. Ces canaux-là s'ouvrent que lorsque l'intensité de la stimulation qui arrive à leur niveau est suffisamment importante pour en réalité les ouvrir. Voltage dépendant, ça veut dire qu'ils dépendent de l'intensité de la stimulation. Ils ne s'ouvrent pas au repos. Par contre, les canaux que vous voyez ici, les canaux de fuite, ils sont ouverts en permanence. Ils sont ouverts en permanence. On l'a vu dans le cours.
D'ailleurs, c'est eux qui sont responsables, en réalité, de l'origine du potentiel de repos. Parce que, souvenez-vous, en classe de première, quand vous avez fait la leçon sur les échanges cellulaires, on vous avait proposé un tableau dans lequel on vous avait demandé de comparer la concentration des ions Na+, dans le milieu intracellulaire et la concentration des ions Na+, dans le milieu extracellulaire. De même, les ions, la concentration des ions K+ dans le milieu intracellulaire et la concentration des ions K+ dans le milieu extracellulaire. On vous avait demandé de les comparer. Puis après, à la suite de ça, on vous avait demandé, dans un exercice, je me rappelle, on vous demande de dire à quoi devra-t-on s'attendre. Au vu de cette comparaison, qu'est-ce qu'on devrait s'attendre? À quoi devrait-on s'attendre si l'on sait que la membrane plasmique est perméable aux ions Na+ et aux ions K+? Pour rappel, pourquoi dit-on que la membrane est perméable aux ions Na+ et K+? C'est parce que sur la membrane plasmique, selon l'interprétation de l'ultra-structure de cette membrane plasmique, vous avez le modèle de Singer et Nicholson qui dit que cette membrane plasmique est traversée par des protéines. Et parmi ces protéines, vous avez les canaux de Fluide. C'est bon? Donc, vous avez une bicouche lipidique qui est traversée par des protéines. Vous avez différentes catégories de protéines, des protéines transmembranaires, des protéines incluses, des protéines de surface, etc. Donc, on dit que la membrane plasmique est perméable aux ions Na+ et aux ions K+, parce que sur cette membrane plasmique, vous avez des canaux de fuite et que ces canaux de fuite sont ouverts en permanence. Et puisqu'ils sont ouverts en permanence, je vous ai dit que dans le tableau que vous voyez ici, si l'on compare la concentration des ions Na+ dans le milieu intra et celle dans le milieu extra, de même, la concentration des ions K+ dans le milieu intra et celle dans le milieu extra, on va se rendre compte que les ions Na+ sont beaucoup plus concentrés dans le milieu extracellulaire que dans le milieu intracellulaire. En ce qui concerne les ions K+, on constate que les ions K+ sont 20 fois plus concentrés, sont environ 20 fois plus concentrés, 20 fois plus abondants dans le milieu intracellulaire que dans le milieu extracellulaire. Et là, si tel est le cas, on va assister à une diffusion de ces ions-là suivant leur gradient de concentration. C'est-à-dire qu'il va y avoir un échange cellulaire de part et d'autre de la membrane plasmique, suivant le gradient de concentration. En effet, il va y avoir un transport passif à ce niveau-là. Qu'est-ce que le transport passif? Le transport passif est une des modalités des échanges cellulaires qui permet aux molécules de quitter le milieu où ils sont le plus concentrés vers le milieu où ils sont le moins concentrés pour essayer de rétablir l'équilibre. C'est un transport qui ne nécessite pas de l'énergie. Le transport-là a lieu à travers les canaux de fuite. Puisque les canaux de fuite sont en permanence ouverts, on n'a pas besoin d'énergie pour les ouvrir. C'est bon? Donc ici, constatez qu'il y a une diffusion passive de l'ion Na+. En effet, l'ion Na+ quitte le milieu intracellulaire et extracellulaire et se dirige vers le milieu intracellulaire. Les ions K+ quittent le milieu intracellulaire où ils sont le plus abondants et se dirigent vers le milieu extracellulaire. Et c'est ça qui fait que, en réalité, nous avons ce qu'on appelle l'origine, c'est ce qui est responsable de l'origine du potentiel de repos ou potentiel membranaire. Dans les CNTP, c'est à ça qu'on doit s'attendre, qu'il y ait à chaque fois une direction des ions Na+ vers le milieu intracellulaire et une direction des ions K+ vers le milieu extracellulaire. C'est bon? Mais à côté de ça, regardez bien, s'il ne s'agissait que de ce type de mouvement au niveau de la membrane plasmique, au bout de quelques instants, au bout de quelques temps, on va assister à un équilibre ionique de part et d'autre de la membrane plasmique. Parce que les ions vont quitter toujours le milieu où ils sont le plus concentrés vers le milieu où ils sont le moins concentrés. À la longue, on va assister à un équilibre. Fort heureusement, sur la membrane plasmique, il y a également une autre catégorie de molécules qu'on appelle la pompe
Na+, K+, ATP, ASE. Donc cette pompe-là, elle fait ce qu'on appelle, elle réalise un échange cellulaire. Mais cette pompe-là réalise cet échange cellulaire suivant la modalité en réalité du transport actif. C'est-à-dire que cette pompe-là, elle va refouler les ions Na+, contre leur gradient de concentration, et elle va également faire entrer les ions K+, contre leur gradient de concentration, et ce mouvement-là nécessite de l'énergie. C'est pourquoi quand vous observez bien, vous voyez ici, à côté vous avez ADP, donne ATP plus PI. Et cette réaction-là n'est rien d'autre que la réaction de l'hydrolyse de l'ATP qui permet en réalité l'obtention de l'énergie. Cela signifie quoi? Cela signifie que cette structure qu'on appelle la pompe, elle réalise ce qu'on appelle un transport actif. Le transport actif nécessite une consommation d'énergie. Quelle est la finalité? La finalité est d'éviter d'avoir un équilibre ionique de part et d'autre de la membrane plasmique. En effet, maintenant, intéressons-nous seulement aux ions Na+. Observez bien, il y a au niveau du canal de fuite pour Na+, une entrée des ions Na+. S'il n'y avait que ce canal-là ici, à la longue, on assisterait à un équilibre. C'est-à-dire quoi? Que la concentration des ions Na+, présents dans le milieu extracellulaire serait égale à la concentration des ions Na+, présents dans le milieu intracellulaire. Ces deux concentrations seraient égales et on n'aurait pas donc un déséquilibre. Ce qui pourrait avoir une conséquence très négative sur le fonctionnement de notre organisme. Vous voyez bien. Donc, si on s'intéresse à ce mouvement seulement, observez bien, entre ce qui se passe au niveau du canal de fuite et ce qui se passe au niveau de la pompe, entre ce qui se passe au niveau du transport passif et du transport actif. En effet, le canal permet l'entrée des ions Na+, et la pompe fait refouler les ions Na+. Ce qui fait que si des ions Na+ entrent à travers le canal, d'autres ions Na+ sortent à travers la pompe. D'une part. D'autre part, observez ce qui se passe au niveau du canal de fuite pour K+, et ce qui se passe au niveau de la pompe. En effet, le canal laisse passer des ions K+, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. La pompe fait l'inverse. Ce qui signifie quoi? Que si un ion est sorti à travers un ion de K+ est sorti à travers le canal, il y a deux ions de K+ qui vont entrer à travers la pompe. Donc, vous voyez ces deux mouvements inverses qui se passent aussi bien au niveau des canaux et au niveau de la pompe. Je récapitule. L'objectif, c'est de ne pas avoir une égalité des concentrations de part et d'autre de la membrane plasmique en ce qui concerne les ions Na+ et les ions K+. Si on arrive à avoir ce potentiel, si on arrive à avoir cet équilibre-là, ça pourrait inciter, ça pourrait amener nos neurones à être insensibles aux stimulations. Et vous savez que pour que nous puissions communiquer avec notre milieu extérieur, il faut qu'il y ait en réalité l'intervention des stimulus, l'intervention en réalité de la naissance du potentiel d'action et de sa propagation. Donc, si le neurone n'a pas un déséquilibre en ce qui concerne les concentrations des ions Na+ et K+, il serait insensible à ces stimulations, donc nous ne pourrions pas. Nous pourrions communiquer difficilement avec notre milieu extérieur. Donc, pour que nous puissions être en permanence en communication avec notre milieu extérieur, ou bien que nos différentes cellules, nos différents organes au sein de notre organisme puissent communiquer avec eux, il faut qu'il y ait toujours un déséquilibre entre les milieux intracellulaires et les milieux extracellulaires en ce qui concerne ces ions-là. Donc, ici sur la membrane plasmique, il y a un transport passif et il y a un transport actif. Maintenant, ce transport actif-là qui a lieu au niveau de la pompe, c'est ce transport actif-là qui permet le maintien du déséquilibre ionique. Le maintien du déséquilibre ionique. C'est bon? Et que nous voyons que ici,
pour que cette pompe-là fasse son travail, fasse ses tours, il y a l'intervention de ATP. Il y a l'hydrolyse de l'ATP. Donc l'ATP doit être hydrolysé pour fournir de l'énergie à la pompe pour qu'elle puisse tourner. Et en tournant, elle va faire entrer 3 ions Na+, contrairement au canal de fuite qui laissait passer vers le milieu intracellulaire un ion Na+. Elle va faire entrer 2 ions K+, contrairement au canal de fuite pour K+, qui laissait sortir un ion K+. Ce qui fera qu'on aura toujours un déséquilibre ionique de part et d'autre de la membrane plasmique. Vous voyez, c'est comme ça qu'on exploite ce type de document. Ok. Et là, au niveau du tableau, vous avez concentration intracellulaire, cellules témoins, cellules en présence de digitaline, inhibiteur de l'hydrolyse de l'ATP. Donc, la cellule témoin, à chaque fois que vous avez un exercice dans lequel on vous montre une cellule témoin, vous devrez savoir que cette cellule témoin-là, vous devez toujours comparer les informations qu'on va vous fournir par la suite avec les informations qui sont représentées au niveau de la cellule témoin, au niveau de l'expérience témoin, pour parler généralement. C'est bon? Ici, nous constatons que les ions Na+, sont moins importants dans le milieu intracellulaire de la cellule témoin par rapport aux ions Na+, qui sont présents dans le milieu intracellulaire dans la cellule en présence de digitaline. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand il n'y a pas d'ATP dans le milieu intracellulaire, les ions Na+, dans le milieu intracellulaire sont très abondants, sont très importants dedans que lorsque la cellule a de l'ATP. C'est ça, premièrement. Deuxièmement, comparez également la concentration des ions K+ dans le milieu intracellulaire au niveau de la cellule témoin et la concentration des ions K+ dans la cellule en présence de digitaline. Là également, si on fait cela, on voit que la concentration des ions K+ dans le milieu intracellulaire, dans la cellule témoin, est très abondant, contrairement aux concentrations des ions K+ dans la cellule en présence de digitaline. Pour comprendre cela, venez ici, on revient toujours sur notre pompe, regardez bien. Cela signifie que quand la pompe fait un tour, elle fait sortir des ions Na+. Et quand elle fait sortir des ions Na+, cela diminue la concentration des ions Na+, dans le milieu intracellulaire. Voilà pourquoi vous avez 18 molécules de Na+. Parce qu'en réalité, en ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir une concentration importante parce que la pompe, en faisant le tour, elle fait sortir des ions Na+, ce qui est normal. Observez bien pour la cellule en présence de digitaline. Pour la cellule en présence de digitaline, vous avez une concentration très importante des ions Na+, dans le milieu intracellulaire. C'est normal. En ce moment-là, la pompe ne peut pas refouler suffisamment des ions Na+, parce qu'elle n'a pas d'ATP. Pour ce qui est de la concentration des ions K+, si vous observez bien dans le milieu intracellulaire, vous constatez une quantité très importante des ions K+, dans la cellule témoin. Pourquoi? Parce qu'en faisant le tour, quand la pompe dispose de l'ATP, elle va faire entrer beaucoup des ions K+. Des ions K+ vont entrer en abondance dans le milieu intracellulaire, ce qui fait que vous avez 180. Par contre, si la pompe ne dispose pas de l'ATP, la concentration des ions K+ est faible, c'est simple, parce qu'en ce moment-là, la pompe ne peut pas tourner, et quand elle ne peut pas tourner, elle ne peut pas faire entrer des ions K+ dans le milieu intracellulaire, ce qui fait que vous avez 75, contrairement à 180. Quelle est l'information capitale qu'on peut tirer de ce document? En résumé, à travers ce document, nous pouvons voir qu'il y a la présence d'une pompe sur la membrane plasmique. Normalement, cette pompe fait entrer des ions Na+ dans le milieu intracellulaire et fait sortir des ions K+ dans le milieu intracellulaire et fait entrer des ions K+ dans le milieu intracellulaire. Donc, contrairement à ce qui se passe au niveau des canaux. Mais que pour que cette pompe-là puisse tourner et faire entrer ces ions K+
faire sortir ces ions Na+, il faut qu'elle dispose de l'ATP. Plus la pompe dispose de l'ATP, plus elle tourne et plus elle fait sortir des ions Na+, et fait entrer des ions K+. C'est bon? Ce qui va toujours contribuer au maintien du déséquilibre ionique de part et d'autre de la membrane plasmique. Donc voici l'information qu'on peut tirer de cette première expérience. C'est bon? Ok, on passe à la deuxième expérience. Document 2. On vous dit effet de cyanure sur la consommation en oxygène du neurone. On mesure la teneur en dioxygène d'un milieu de culture dans lequel sont placés des neurones avant et après ajout de la cyanure à la 4e minute. Les membranes cellulaires sont perméables à cette substance chimique. Donc vous avez temps en minutes qui va de 0 à 10 minutes. Teneur en dioxygène, milieu de culture, des neurones en pourcent, 50 à 2 à 20. Mais il y a un phénomène important au niveau de la 4e minute qui a lieu. Regardez bien, avant l'injection de cyanure dans le milieu, la consommation en dioxygène pour le neurone avait augmenté. En effet, à t égale 0, on avait 50%. À t égale 2 minutes, on ne retrouve plus que 30%. Où sont passés les 20%? Les 20% ont été consommés par le neurone, qui est une cellule, donc qui consomme du dioxygène, une cellule vivante. Mais que, à partir de l'ajout de la cyanure dans le milieu, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la concentration, la teneur en O2 reste constamment égale à 20. Ce qui signifie que le neurone n'a pas consommé en ce moment-là du dioxygène. Et souvenez-vous de ce qu'on vient de dire, que pour que la pompe puisse tourner, elle doit disposer de l'énergie. Et cette énergie-là, pour qu'elle soit effective, il faut en réalité qu'il y ait ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'ATP, et que cet ATP-là doit avoir une origine, doit avoir une source. Nous le verrons dans la suite. Donc, souvenez-vous également, on vous dit, en fonction de vos connaissances, souvenez-vous également de ce que vous avez appris en classe de première, notamment dans la réaction d'oxydation. Pendant la respiration, on vous avait présenté la réaction d'oxydation en vous disant que, en présence du dioxygène, ou bien que le dioxygène était capable de brûler quelques substrats pour permettre l'obtention de l'énergie. On avait choisi le cas du glucose. Et la réaction d'oxydation permettait d'avoir de l'énergie. Donc ici, c'est très important de comprendre que, en réalité, l'obtention de cette énergie-là est très tributaire de la présence du dioxygène dans le milieu. Mais n'allez pas plus vite en besogne. Suivez bien. L'information capitale que vous devez tirer d'ici est que le neurone en activité, ou bien un neurone ou bien une cellule nerveuse consomme du dioxygène. On verra plus tard l'intérêt de ce dioxygène. Mais d'ores et déjà, retenez que l'énergie, pour qu'elle soit disponible dans le milieu, l'ATP doit être hydrolysée. Et qu'au fur et à mesure que l'ATP diminue, il doit être régénéré. Et que cette voie de régénération de l'ATP doit avoir des origines. Donc, retenez que ici, que le dioxygène est impliqué dans la régénération de l'ATP. C'est bon? En effet, une cellule nerveuse en activité consomme plus de dioxygène qu'une cellule au repos. C'est bon? Une cellule musculaire, je voulais dire. Donc, l'information que nous pouvons tirer des documents 2, pour résumer, est qu'un neurone consomme du dioxygène. C'est bon? Ok, on va au document 3. Effet du cyanure et de l'ATP sur des neurones de calmar. Des chercheurs, Cadwell et Keyes, ont placé des neurones de calmar contenant des ions Na+ radioactifs dans de l'eau de mer. Ils ont mesuré la vitesse de sortie de ces ions dans les différentes conditions. Et là, vous avez la vitesse de sortie des ions Na+. 23 Na par minute, et ici, vous avez les milieux. Vous constatez quoi? Vous constatez qu'en effet,
Si on compare les vitesses de sortie des ions Na+, dans les deux milieux, on se rendra compte que la vitesse de sortie des ions Na+, dans l'eau de mer est beaucoup plus importante que celle dans l'eau de mer plus cyanure. Donc ici, en présence de cyanure, les ions Na+ ont des difficultés pour diffuser vers le milieu extérieur. Mais que même si en réalité on procédait à des injections de l'ATP, parce que souvenez-vous toujours de la pompe. Quand on exploitait le document 1, on a dit que la pompe là, pour tourner et pour faire sortir des ions Na+ dans le milieu extracellulaire, elle avait besoin de l'ATP. Vous voyez, même si donc ici il y a la présence de l'ATP, dans de l'eau de mer plus du cyanure, la vitesse de sortie n'est pas égale à la vitesse de sortie dans le milieu avec eau de mer. Mais que cette injection d'ATP a un effet. En effet, plus la concentration d'ATP est importante, plus la vitesse de sortie devient importante. Parce que regardez la première injection, c'était une dose de 1,2 mmol. Et là, si vous comparez cette vitesse de sortie avec la vitesse de sortie, quand on a fait une deuxième injection avec 6,2 mol, vous constatez que la deuxième injection provoque une vitesse de sortie beaucoup plus importante qui confirme toujours le fait qu'en réalité la pompe a besoin d'ATP pour tourner et faire sortir des ions Na+. Mais que ici, l'effet principal, l'information capitale que nous pouvons tirer à ce niveau-là est que la vitesse de sortie des ions Na+, dans un milieu avec eau de mer est plus importante que la vitesse de sortie dans un milieu avec eau de mer plus cyanure. Ça, c'est la première information. Deuxième information, que l'ATP est très importante pour la pompe dans son travail qui consiste à faire sortir les ions Na+ du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et que cette vitesse de sortie est tributaire de la concentration de l'ATP. C'est bon? Plus l'ATP est disponible et dans le milieu, plus la pompe tourne et plus la pompe fait sortir les ions Na+ dans le milieu extracellulaire. Ici, on pouvait faire une courbe qui va faire entrer les ions K+ dans le milieu intracellulaire. Et ce sera l'inverse. Donc, mais on a choisi de faire le cas de Na+. Et retenez que quand les ions Na+ sortent, les ions K+ entrent. C'est un couple. C'est bon? Voilà. On vous dit, notez bien, de l'ATP ajouté à l'eau de mer, mais non injecté dans le neurone n'a aucun effet. C'est très important à ce niveau-là. Donc, de l'ATP ajouté à l'eau de mer, mais non injecté dans le neurone n'a aucun effet. C'est lorsqu'il est dans le neurone que c'est lorsque l'ATP est injecté dans le neurone qu'il va au niveau, en réalité, de la pompe. C'est bon? Pour faire sortir les ions Na+. Donc, quand vous le mettez à l'extérieur de la neurone, à l'extérieur du neurone, dans l'eau de mer, à l'extérieur du neurone, il ne pourra pas faire entrer les ions Na+, parce que la pompe effectue ce qu'on appelle un transport actif suivant contre le gradient de concentration. Donc, c'est contre le gradient de concentration et pas suivant le gradient de concentration. Voilà. Expérience, document 4. Concentration intracellulaire en ions Na+ et K+ pour des neurones dans différents milieux de culture. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on dispose? Jusque-là, nous savons que la pompe effectue des tours. Pour chaque tour, elle fait sortir des ions Na+, et fait entrer des ions K+. Pour cela, elle a besoin d'ATP. Et pour cela, plus la quantité d'ATP est disponible, plus elle fait des tours. Donc, et nous savons également que l'ATP là doit être régénéré. Et nous savons que le O2 joue un rôle important dans le fonctionnement du neurone. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les sources de l'ATP. Venons à ce niveau-là. Observons bien. Donc, on va toujours comparer ici des éléments qui sont semblables. Soit on prend les ions Na+, ou bien on prend les ions K+. En plus,
on vous dit sans glucose avec glucose. Avec glucose plus inhibiteur de la glycolyse. La glycolyse, vous savez que c'est lorsque le glucose est transformé, d'abord il va donner deux molécules de pyruvate. Ensuite, ces molécules de pyruvate sont capables aussi de se dégrader pour donner également de l'énergie. Donc, avec sans glucose, on compare la concentration des ions Na+ intra et les concentrations des ions plus et la concentration des ions Na+ intra avec sans glucose et avec glucose. Dans ce cas, on va arriver à ça. Sans glucose, on constate que la concentration des ions Na+ sont plus importantes dans le milieu intracellulaire que avec glucose. C'est très normal. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut tirer de là? On peut tirer que le glucose est fondamental, ou bien le glucose est indispensable, ou bien le glucose joue un rôle important dans l'obtention de l'énergie nécessaire au fonctionnement de la pompe pour faire sortir les ions Na+ du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire et pour faire rentrer les ions K+ dans le milieu intracellulaire. En effet, si on compare également les ions K+ avec glucose, on constate qu'ils sont supérieurs aux ions K+ sans glucose. Ça veut dire que si le glucose est disponible, la pompe peut faire des tours, et en faisant ces tours, elle va diminuer la concentration des Na+ qui sont dans le milieu, et elle va diminuer les concentrations des ions K+ qui sont dans le milieu extracellulaire. C'est bon? À travers la réaction de la glycolyse, à travers la réaction d'oxydation aussi. Parce que la réaction d'oxydation permet d'avoir de l'énergie. C'est bon? Maintenant, on va toujours comparer ces concentrations avec glucose plus inhibiteur de la glycolyse. S'il n'y a pas la glycolyse, si le glucose est disponible, mais que la glycolyse ne peut pas avoir lieu, c'est-à-dire la transformation du glucose en la transformation du glucose pour l'obtention de l'énergie. Si le glucose est dans le milieu mais qu'il est incapable de produire de l'ATP, regardez bien, en ce moment-là, la concentration des ions Na+ dans le milieu intra devient encore importante et la concentration des ions K+ dans le milieu intracellulaire également devient important. Pourquoi? Devient moins important. Pourquoi? Parce qu'en effet, regardez bien, quand le glucose est disponible, mais qu'il ne peut pas être la source de production d'énergie, en ce moment-là, le fonctionnement de la pompe est ralenti. Et quand le fonctionnement de la pompe est ralenti, moins de Na+ sont refoulés vers le milieu extracellulaire et moins d'ions K+ sont entraînés dans le milieu intracellulaire. Ce qui fait que si vous les comparez avec glucose, vous constatez qu'ils sont inférieurs, 64 inférieur à 17. Et ici aussi 85 inférieur à 93. Voilà. Donc à partir de là, on peut dire que une des sources fondamentales de l'obtention d'ATP pour la pompe est glucidique et du glucose, provient du glucose. On peut dire que une grande partie de l'énergie produite, utilisée par la pompe, produite par la mitochondrie, utilisée par la pompe, provient en effet du glucose. C'est bon? Parce que plus il y a du glucose, moins il y a des ions Na+ dans le milieu intracellulaire et moins il y a des ions K+ dans le milieu extracellulaire. Donc le déséquilibre est toujours maintenu. C'est bon? Et plus ce glucose-là se raréfie, plus ces concentrations-là diminuent. Maintenant, avec pyruvate, vous savez que le pyruvate est un produit du glucose. En effet, le pyruvate, c'est le premier produit obtenu après la dégradation du glucose au niveau du cycle de Krebs. Donc, le pyruvate ou acide pyruvique, c'est une molécule qui contient trois molécules de carbone. Donc, il est possible encore de le dégrader. Plus il se dégrade, plus l'oxygène est disponible, l'énergie est disponible. Ici, on constate qu'avec pyruvate, la concentration des ions dans le milieu intracellulaire en Na+ est faible. Et pour ce qui est du K+, la concentration des ions K+ dans le milieu intracellulaire aussi est importante. Ça, c'est normal. Donc, ça veut dire que l'énergie est disponible. L'énergie étant disponible, la pompe tourne normalement. Quand la pompe tourne,
Quand la pompe tourne, elle fait le rapport. Elle fait refouler les ions Na+, et fait entrer les ions K+. Donc voilà pourquoi vous avez 18 ici et 148 au niveau du K+. Cette fois-ci, quand le pyruvate est disponible, mais qu'il est incapable d'être dégradé pour obtenir de l'énergie, la concentration des ions Na+ qui sortent devient faible et la concentration des ions K+ qui entrent devient faible aussi. En effet, 23 supérieur à 18 ou bien 18 inférieur à 23, 147 inférieur à 148. Parce que quand le pyruvate n'est pas dégradé, l'ATP n'est pas obtenu en suffisance. Et quand l'ATP n'est pas obtenu en suffisance, de l'énergie n'est pas disponible par la pompe. Et là, les tours qu'il fait sont ralentis. Et quand les tours qu'il fait sont ralentis, il fait refouler moins d'ATP, il fait refouler moins de Na+, et faire entrer moins de K+. C'est bon? Donc, chers élèves, voici comment vous pouvez traiter ce genre d'exercice. Donc, le document que vous devez envoyer ou bien que vous devez produire pour déposer doit être en réalité l'exploitation de tout ça et une synthèse globale de tout ça. Donc, à partir de là, regardez bien, la consigne, elle disait quoi? Explique à ton camarade d'une part les mécanismes énergétiques qui assurent le maintien des différents de concentration ionique entre les milieux intra et extracellulaires. Donc, au vu de ce que nous avons dit, pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait d'abord une structure appelée pompe sur la membrane plasmique. Cette pompe-là, elle fait quoi? Elle fait des tours. Et dans ces tours-là, pour qu'elle fasse ces tours, de quoi a-t-elle besoin? Elle a besoin de l'énergie. Énergie sous forme d'ATP. C'est bon? Quand elle fait ce tour, elle a besoin également de... Cette énergie-là doit avoir des origines. Et parmi ces origines, la première origine la plus fondamentale, en réalité, c'est le glucose. En effet, glucose, elle a besoin du glucose. Et regardez au niveau du document 2, on avait vu qu'un neurone consomme de l'oxygène. Et le glucose associé à l'oxygène, ça fournit, c'est la réaction d'oxydation. C'est la respiration qui produit 36 molécules d'ATP. Donc, quand de l'ATP est disponible, la pompe tourne. Et quand elle tourne, elle fait toujours refouler les ions Na+, et faire entrer les ions K+. Donc, chers élèves, voici comment il faut répondre à la consigne. D'une part, les mécanismes énergétiques, c'est la pompe, c'est le dioxygène, c'est l'ATP et c'est les sources de l'ATP. C'est bon? Maintenant, assure le maintien et d'autre part, l'importance du potentiel de repos dans la communication nerveuse. Je vous ai dit que quand un neurone est excitable, si et seulement s'il est au potentiel de repos, c'est le maintien de ce potentiel de repos qui fait que les cellules sont excitables. Et les cellules sont excitables, quand les cellules sont excitables, elles conduisent les informations nerveuses qui permettent en réalité une communication d'abord organique, mais également entre l'organisme et les milieux extracellulaires. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.